Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e du Collège Croix-Meunier dans le cadre d'un atelier scolaire. Conçu et animé par Sandra Tillier de Radio Aléo. Beaucoup de psychologues sont amenés à accompagner des victimes de harcèlement en milieu scolaire. C'est le cas d'Élodie Poncin, psychologue clinicienne qui exerce au cabinet libéral. Pour nous permettre d'en savoir plus sur ces méthodes, elle a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Élodie. Bonjour. Depuis toute petite, vous aimez résoudre les conflits. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors ça serait peut-être un petit peu long et un petit peu personnel. Par contre, je vais vous dire que le fait de ne pas supporter l'injustice, ça a été un grand moteur sur mon choix de carrière, le choix d'être psychologue. Ça, c'est des choses que j'ai aussi travaillé en formation parce qu'il faut que ça reste un moteur. Il ne faut pas qu'on ait l'idée qu'on va sauver le monde. Donc avoir envie d'aider les autres, c'est un super moteur pour faire le métier de psychologue et ça se travaille. Dans votre cabinet libéral, vous recevez des patients de toutes les générations. En général, quel âge ont les personnes qui viennent vous parler du harcèlement, qu'elles vivent ou ont vécu ? Ceux qui viennent pour le harcèlement, évidemment, ça peut être des jeunes de primaire, beaucoup plus aussi au collège et quelques personnes au lycée. Et puis, j'ai les adultes qui viennent pour autre chose et qui, au détour de leur histoire, quand ils me racontent leur histoire, on va voir qu'ils ont vécu du harcèlement. Parfois, ils le savent pas. Surtout les personnes qui sont finalement âgées, qui savent même pas que c'est du harcèlement. Donc moi, je vais les aider à qualifier le fait que ce que vous avez vécu, c'était grave et ça s'appelle du harcèlement. Donc, en fait, ça peut concerner tout âge, n'importe quel milieu social. Tout le monde peut être concerné par le harcèlement. Le harcèlement scolaire peut avoir de nombreuses conséquences pour les victimes. Pouvez-vous nous expliquer celles que vous constatez le plus souvent lors de vos consultations ? Pour ceux qui vivent du harcèlement, ça va vraiment être un tableau clinique, ce qu'on appelle, ça veut dire la manifestation du mal-être qui va être par plutôt de la dépression, de l'anxiété. L'anxiété, c'est beaucoup d'angoisse, un repli sur soi, de la phobie scolaire, des mouvements d'attaque envers soi-même comme de l'automutilation, le fait d'avoir des troubles du comportement alimentaire, de faire des tentatives de suicide. Ça peut se manifester de plein de façons différentes, mais c'est cette idée qu'on voit la personne qui s'éteint petit à petit parce que elle a plus d'envie, elle se sent vraiment mal et seule, impuissante. Parmi les méthodes que vous utilisez, il y a notamment le jeu. En quoi est-ce efficace ? Ça va plutôt être avec les plus jeunes, mais ça peut être des ados aussi. Ça permet de ramener un peu du rire, ça met un peu à distance, voilà. On peut être jeune et puis on peut avoir la difficulté à parler, donc j'ai des petits outils qui permettent de poser des questions et de trouver des réponses. J'ai aussi des jeux, je pense notamment à un jeu, ça s'appelle Tac à Tac à la récré. Donc c'est des jeux où on est en situation et on apprend à répondre. Ça permet aux jeunes de libérer un peu sa parole parce que c'est pas toujours évident de venir voir une psychologue, c'est pas toujours évident de parler et de dire ce qui est difficile. Le jeu, c'est toujours une autre façon de rentrer en contact. Le MDR est une méthode de thérapie qui utilise le mouvement des yeux. Pouvez-vous nous expliquer comment peut-elle aider les victimes de harcèlement scolaire ? Dans le MDR, on va travailler à repérer quelles sont les croyances négatives de la personne. C'est des croyances autour de l'estime de soi, je suis nulle, je suis pas à la hauteur, les croyances autour de la sécurité, je suis en danger. On va travailler donc à repérer ces idées négatives et ces idées négatives, elles sont nourries par des expériences qu'on a vécues, des traumatismes qu'on a vécus. Mon travail, c'est de repérer avec les personnes qu'est-ce qui dans le passé les a amenées à penser d'elles-mêmes qu'elles sont nulles et qu'elles sont pas à la hauteur. Moi, je pars du principe que c'est des croyances parce qu'évidemment, je suis sûre que personne n'est complètement nul et donc ce sont des croyances. On essaye de trouver ensemble qu'est-ce qui a amené à penser ça et après, par des mouvements oculaires, on va désensibiliser ce souvenir et on va aller l'enregistrer à un autre endroit qui n'est plus un endroit autour des émotions, qui va être un endroit où ça va faire partie du passé. Oui, c'est arrivé, j'ai été harcelée, mais c'est terminé. Ou oui, j'ai été harcelée, mais en fait, ou je suis harcelée, mais en fait, c'est eux qui ont un problème. Moi, je suis quelqu'un de bien et je vais m'en sortir. Voilà. Donc, avec le MDR, c'est vraiment essayer d'enregistrer d'une autre façon les situations pour pas qu'elles restent traumatiques, parce que quand c'est un traumatisme, c'est comme si on buguait. Quand on bug, vous avez vu comme une application que vous ouvrez et ça bug et ça dit je suis nul, je sers à rien, je suis nul, je sers à rien. Avec le MDR, on va débugger le système un peu et on va permettre que les applications se rouvrent et qu'en fait, on puisse se dire non, en fait, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un de bien, j'ai des qualités comme tout le monde. Pour être efficace dans votre accompagnement, vous demandez l'avis d'autres psychologues et vous suivez des formations. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre travail ? Être psychologue, c'est aussi, comme tu le disais, traverser des fois des choses qui peuvent être un peu difficiles et en fait, on a besoin de ne pas être seul avec ça.
Comme, vous voyez, les victimes de harcèlement, elles se sentent complètement seules, elles n'arrivent pas à en parler. Nous, les psychologues, on va justement pas se mettre du tout dans des situations de traumatisme. Donc nous, on va parler. On va dire, par exemple, moi je rencontre des collègues et puis on partage les situations qui peuvent être difficiles. On essaye de penser les situations pour trouver des solutions au mieux pour les patients et pour soi-même. Faire des formations, c'est évidemment extrêmement important. On ne peut pas rester sur ses acquis. La recherche, elle évolue tout le temps. Moi, ça fait pas si longtemps que je me suis formée à l'EMDR. Si j'étais restée que sur mes acquis, je connaîtrais même pas, alors que c'est une super technique pour aider les patients. Donc, on doit aux patients d'être les meilleurs professionnels possibles, parce que c'est des personnes qui sont mal et qui nous font confiance pour les aider. Donc, on se doit d'être le mieux formés dans les meilleures conditions possibles pour les aider. Il n'est pas toujours facile d'aider les autres. Que ressentez-vous quand vos méthodes ne sont pas efficaces avec vos patients ? Être psychologue, c'est aussi être humble. Ça veut dire qu'on n'a pas toutes les réponses et on n'est pas là pour sauver les gens. Donc, on doit essayer de vraiment travailler à trouver le plus de solutions possibles. Mais les patients, il n'y a que 30% du travail qui se fait dans le cabinet. Le reste du temps, ils sont dans leur vie, les patients. Ils font leur vie, donc c'est aussi eux qui vont trouver des solutions. Moi, je suis toujours étonnée des solutions qu'ils trouvent. Ils sont super forts pour trouver des solutions. Et puis parfois, peut-être que dans le lien, ça passe pas, que ce que j'ai apporté, ça convient pas. C'est OK. Et donc moi, je vais pouvoir soit réorienter, donc ça veut dire que je propose d'autres professionnels, soit proposer d'autres professionnels qui travaillent avec moi aussi pour aider la personne. L'idée, c'est d'essayer, quoi qu'il en soit, de proposer le plus de solutions possibles à la personne, qu'elle choisisse ce qui lui convient. Et de me dire que de toute façon, je ne suis pas superwoman, je n'arriverai pas à tout. Il y a des choses qui bloquent et je doute. Et être un bon professionnel, c'est douter. Ça veut dire ne pas être sûr de soi. C'est ça qui fait qu'on se remet en question et qu'on avance. Écoutez les personnes qui ont vécu des choses difficiles, peut-être difficiles à vivre. Comment faites-vous pour vous protéger et éviter la surcharge de travail ? Le travail du psychologue, c'est de vraiment se préserver, parce que je ne sais pas si vous avez fait du secourisme, mais moi j'en ai fait, et on vous dit un bon secouriste, c'est un secouriste vivant. Donc le secouriste, il ne doit pas se jeter dans le feu avec celui qui va aider. Donc moi, mon travail, c'est de faire extrêmement attention à ma santé mentale. J'essaye d'avoir énormément de ressources. Je développe des ressources avec ma famille, mes amis, de faire de la création, vous voyez, par exemple, venir ce matin, vous rencontrer, d'avoir des nouvelles expériences. C'est pour rester tout le temps vivant. Et puis travailler avec donc d'autres collègues en supervision, ça s'appelle, en intervision, aller, comme on le disait tout à l'heure, à des formations. C'est vraiment rester vivant parce que si on est complètement infiltré par ce que vivent les patients, on ne pourra plus les aider. Certains de vos patients peuvent encore être dans une situation de harcèlement qui peut être violente ou avoir des idées suicidaires. Dans ce cadre, quelle démarche particulière pouvez-vous être amené à effectuer ? Quand on travaille avec des jeunes, on travaille toujours avec leurs parents. Donc on va travailler avec les parents, essayer de trouver qu'est-ce qui peut aider le jeune. Si vraiment il est dans des situations très compliquées, donc comme tu décris, avec des idées par exemple suicidaires, là je vais orienter vers d'autres services, comme par exemple un centre médico-psychologique, vers des psychiatres qui puissent aider aussi avec des traitements. Des fois, il y a besoin un peu de traitements médicamenteux pour apaiser les angoisses ou la dépression. Et parfois, il y a besoin aussi que le jeune il puisse aller dans un lieu pour se reposer, pour se protéger et se protéger des autres. Ça va être de l'hospitalisation, donc dans un hôpital, prendre le temps de se reconstruire un peu à l'abri de l'extérieur. Psychologue est un métier difficile. Arrivez-vous à mettre le travail de côté quand vous rentrez chez vous ? Ce qui est bien, c'est que plus on prend de l'expérience, plus on y arrive. Maintenant que je travaille pour moi en libéral, ça va beaucoup mieux. Moi, ce qui a pu être difficile, c'était plutôt dans les institutions. C'est pas forcément le problème de travailler avec des jeunes, parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Mais c'était plutôt, par exemple, ce que je vivais au travail, qui pouvait être difficile avec des choses de l'institution. Et ça, maintenant, j'ai plus ça. Donc, en fait, je fais vraiment ce que j'aime le plus, c'est-à-dire travailler avec les patients. Je sens que maintenant, c'est OK pour moi. Ce qui se passe pour les patients, c'est aussi, ça appartient aux patients. C'est pas moi qui dois tout faire, tout sauver les gens. Par exemple, quand je suis en congé, je suis en congé. Je laisse toujours un peu une petite veille si vraiment il y a quelque chose, mais je suis pas un service d'urgence. Donc, les patients, ils vont devoir trouver aussi des ressources. Et c'est ce qu'on travaille avec les patients. C'est qu'en fait, ils vont vers l'autonomie. Le but, c'est pas qu'ils me signent un chèque pour venir toute leur vie me voir. Le but, c'est le plus tôt ils partent et ils ont plus besoin de moi, le mieux c'est. Ça veut dire que c'est OK. Donc, je travaille vers l'autonomie. Mon projet, c'est pas de garder tous mes patients dans la tête. Voilà. À votre avis, que pourrait-on mettre en place dans les écoles, collèges et lycées pour mettre un terme au harcèlement scolaire ? Je dirais que c'est peut-être un mythe d'imaginer qu'il n'y aurait plus de harcèlement scolaire. On le voit bien, le harcèlement scolaire, ça a un peu toujours existé. C'est dans tous les milieux sociaux et c'est dans tous les établissements scolaires. L'idée, c'est plutôt qu'est-ce qu'on met en place pour faire face au harcèlement scolaire.
Ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Déjà, le premier niveau, c'est travailler avec la personne qui est la cible du harcèlement, lui permettre de sortir de sa position de victime et de devenir actrice, de pouvoir se défendre, de relever la tête et de reprendre confiance en elle, parce qu'elle a des clés aussi pour se défendre. Le deuxième point, c'est les témoins. Vous avez compris que quand on est témoin, si on réagit, on permet à la personne qui est la cible de reprendre confiance en elle, de pas se sentir seule. On met aussi en difficulté le harceleur qui va se dire « Oula, mais en fait, c'est peut-être pas si simple que ça de se mettre à écraser les autres ». Donc les témoins, ils ont une place essentielle et ça serait vraiment important que vous le reteniez. Et le dernier point, c'est aussi de travailler avec la personne qui se met en posture de harceler les autres parce qu'on sent bien que c'est quelqu'un qui est en difficulté et qui a aussi besoin d'aide parce qu'elle est vulnérable à sa façon, même si elle veut se montrer plus forte que les autres. Voilà, c'est quelque chose qui est global et où il faut travailler à plein d'endroits. Et je terminerai aussi par dire qu'il faut faire attention aux professeurs aussi, parce que les professeurs, ils sont là aussi pour vous accompagner, vous aider. On sait qu'ils vivent des choses qui peuvent être difficiles. Plus les professeurs vont être en difficulté, plus c'est difficile d'être attentif aussi à ce qui se passe pour vous. Donc il faut que les professeurs soient vraiment soutenus pour vous aider. Et je dirais qu'il y a un autre niveau, et ça va être le niveau politique, c'est-à-dire comment les politiques ils vont prendre vraiment à bras-le-corps le problème des réseaux sociaux, de qu'est-ce qu'on fait pour vous protéger, pour vous aider. Il va falloir des lois pour encadrer ces pratiques, parce que pour l'instant c'est la jungle, et que dans la jungle, ça reste quand même très dangereux. Merci à Élodie Poncin, psychologue clinicienne, d'avoir répondu à nos questions sur le harcèlement scolaire. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement scolaire, n'hésitez pas à contacter le 3018. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site internet radioaleo.fr. Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e du Collège Croix-Meunier dans le cadre d'un atelier scolaire. Conçu et animé par Sandra Tillier de Radio Aléo.